Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on a une mission assez spécifique. Ouais, une très belle mission même, je suis ravie d'être là. Et ça va être passionnant. On va décortiquer les tout premiers pas professionnels d'une jeune pépite du football, Bara Sapoko Nyeye. 19 ans, c'est ça? 19 ans, ouais. Un milieu de terrain sénégalais. Et pour moi, entrer en jeu dans un club mythique comme le Bayern Munich, c'est comme sauter dans un train à grande vitesse en marche. Ah ouais, c'est une super image ça. Tu dois trouver ton équilibre à la seconde même où tes pieds touchent le plancher du wagon, tu vois. Tu peux pas trébucher. Et tu dois agir avec le naturel d'un gars qui a toujours pris cette ligne. C'est clair, il y a zéro phase d'acclimatation en douceur à ce niveau-là. C'est direct. Exactement. L'exigence est brutale. Et notre objectif pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment il a géré ce saut dans le vide. Et pour ça, on a un matériel de base qui est vraiment super riche. On se base sur ses propres déclarations. Les déclarations à chaud, ouais. Ouais, voilà, juste après le match. C'était sur la chaîne officielle du Bayern Munich. Et ce genre de source, c'est de l'or en fait. Parce que c'est pas encore filtré par les agents ou les pros de la com, c'est ça. Totalement. L'émotion est brute. Ça nous donne une vraie fenêtre sur la psychologie de l'instant. Comment un cerveau humain gère un pic de stress aussi monumental. Et le stress, il le cache pas d'ailleurs. Pour poser le contexte de cette épreuve du terrain, on est face à Saint-Pauli. Il entre à la 84e minute. La fin de match, le moment le plus tendu, quoi. J'étais un peu nerveux. Ce qui est la réaction la plus saine du monde pour le coup. Mais oui, mais le truc fou, c'est le contraste. Parce que quand tu regardes les stats de ces 6 minutes, c'est d'une froideur clinique. Il rate absolument rien. Rien du tout, 100%. Voilà, il assure toutes ses passes, il remporte tous ses duels. Et moi, mon premier réflexe en voyant ça, je me dis, il a joué hyper conservateur. Il a fait des petites passes en retrait pour pas se faire remarquer. Ouais, c'est l'hypothèse logique. C'est le cerveau qui se met en mode survie pour éviter l'échec. Voilà. Sauf qu'au très haut niveau, jouer petit bras, ça se voit tout de suite. Ça déséquilibre l'équipe et tu te fais punir. Donc, c'est pas ce qu'il a fait. Il dit qu'il a joué sans forcer les choses. D'accord. Et dans ce milieu, ça veut pas dire se cacher. Ça veut dire faire le geste juste, au moment juste. Parce que la tentation, à 19 ans, c'est de vouloir prouver que tu mérites d'être là. Genre tenter la passe de 60 mètres ou le dribble de folie direct. Exactement. L'ego de performance. Mais lui, il a éteint ça. Il a juste dit « je suis un rouage fiable C'est fou d'avoir cette lucidité. C'est un peu comme passer son permis de conduire, mais avec, le pilote de Formule 1 le plus exigeant du monde sur le siège passager. ». C'est très vrai. Mais comment on fait ça techniquement? Quand t'as l'adrénaline qui explose, ton cerveau qui hurle au danger social si tu rates une passe. Souvent, les jeunes, ils courent partout, ils taclent en retard. Ouais, l'adrénaline se transforme en précipitation. Mais là, on entre dans ce que les psychologues du sport appellent le transfert d'attention. C'est-à-dire? En gros, pour pas être paralysé par le bruit du stade ou le poids de l'enjeu, le joueur va rétrécir son champ de conscience. Il se recentre sur le processus et pas sur le résultat. Ok, donc il pense plus à la peur de rater. Voilà. Au lieu de se dire « si je rate, ma carrière est finie », son cerveau se focalise sur la biomécanique pure, l'angle de son pied, la texture du ballon, des trucs hyper physiques. Ah, c'est super intéressant ça. Il sature son cerveau de calculs spatiaux en fait. Exactement. L'énergie nerveuse devient une hypervigilance technique. Et c'est en découpant le jeu en micro-tâches comme ça qu'il arrive à ce 100% de réussite dans ses duels. Et donc, il n'y a littéralement plus de place, d'espace mental pour traiter l'anxiété. C'est tout à fait ça. Mais bon, on s'en doute, cette sérénité-là, elle apparaît pas par magie en franchissant la ligne de touche. Ah non, surtout pas. Et c'est là que la source devient passionnante sur l'écosystème autour de lui. Le premier truc qu'il évoque, c'est son coach, Vincent Kompany. Ouais, une figure massive. Et Ndiaye insiste beaucoup là-dessus. Il dit que Kompany lui répète de continuer à travailler dur, et que c'est ce qui fait la différence. Alors, de l'extérieur, ça peut paraître super banal comme conseil. Grave. On s'attend à un discours tactique, ultra complexe, ou un truc de motivation hollywoodien. Bah ouais. Mais venant d'un gars comme Kompany, qui a connu le très haut niveau, cette simplicité, c'est une stratégie de gestion mentale très précise. Il manipule ce qu'on appelle le lieu de contrôle. Attends, le lieu de contrôle, on parle bien du fait de croire que les événements dépendent de nos actions à nous, ou plutôt de facteurs externes, c'est ça? Exactement. Le coach déplace le curseur vers l'interne. Parce que, soyons clairs, le jeune joueur n'a aucun contrôle sur les notes de la presse ou les attentes des fans. Oui, s'il pense à ça, il est mort.
C'est l'angoisse totale. Par contre, le travail dur, l'intensité à l'entraînement, la récupération, ça c'est 100% sous son contrôle. Donc Compagnie lui enlève ce point visible pour lui donner un truc super concret à porter. C'est ça, un ancrage psychologique au quotidien. D'accord, donc le coach gère la température du cerveau en gros. Mais il y a aussi le vestiaire. Et là, il interview met en lumière un autre truc majeur. Il parle des joueurs francophones. Ah oui, le passage sur la langue. Ouais, il cite Dayo Upamecano, qu'il appelle littéralement un frère. Et il dit « beaucoup parlent français, donc c'est pas difficile pour moi d'interagir ». Et ça, c'est pas juste sympa pour lui, c'est une vraie optimisation de ses ressources cognitives. Une optimisation. Tu veux dire que ça l'aide à jouer mieux? Totalement. L'immersion dans une langue étrangère, surtout l'allemand, qui est quand même complexe, c'est une dépense énergétique colossale. Ah ouais, je vois ça comme la mémoire vive d'un ordi en fait, la RAM. Ouais, vas-y. Si tu dois opérer en allemand toute la journée et quand c'est pas ta langue, t'as un logiciel de traduction qui tourne en arrière-plan et qui bouffe, je sais pas, 30% de ta batterie. C'est une excellente métaphore. C'est exactement ça. Il te reste moins d'énergie mentale pour comprendre la tactique ou juste analyser le vestiaire. Et donc, parler français, c'est fermer ce logiciel. Voilà. Cette bulle francophone, avec Upamecano notamment, c'est un sas de décompression. Il n'a plus besoin de surtraiter l'information pour faire une blague ou exprimer un doute. Donc, il garde cette fameuse énergie mentale pour le terrain, pour ces 72 secondes de focus absolu sur les duels. Exactement. Par contre, je me fais un peu l'avocat du diable là. Vas-y. On voit souvent dans le sport que ce genre de petits groupes basés sur la langue, ça finit par faire des clans. C'est vrai, le clonisme. C'est ça, tu t'enfermes avec ton grand frère, et au final tu te coupes des germanophones, tu apprends pas la langue, et ça crée des tensions, non? Alors c'est un vrai risque, et les clubs surveillent ça de près. Mais si on lit bien les mots de Ndiaye, tous les voyants sont au vert. Il dit très clairement de l'ensemble du groupe, ils sont très gentils. Ouais, il est pas isolé, quoi. Non, sa bulle francophone, c'est pas un mur défensif. C'est une base de lancement. En psychologie, on appelle ça la base de sécurité. Ah, l'idée qu'il te faut un ancrage solide pour oser aller vers l'inconnu. C'est ça. Savoir qu'il a ce frère, qu'il comprend direct, ça fait chuter son anxiété sociale. Du coup, il accumule la confiance nécessaire pour s'ouvrir aux autres, même s'il ne parle pas encore bien la langue. Ouais, il le dit lui-même, il s'intègre de mieux en mieux. Sans forcer, en fait. Comme sur le terrain. Voilà, la boucle est bouclée. C'est hyper cohérent. Moins de charge mentale grâce à la langue, un cap clair fixé par le coach, et ça donne cette concentration clinique en match. Mais l'analyse de nos sources ne s'arrête pas là. Il y a la fin de l'interview qui m'a vraiment interpellé. Oui, le regard vers l'avenir. Et vers le passé aussi. Parce qu'on apprend qu'il n'a pas grandi dans les radars européens. Il a été formé en Gambie. Et surtout, son but ultime, sa déclaration finale, elle dépasse totalement le cadre du Bayern Munich. Il dévoile une double ambition, ouais. Bien sûr, il veut jouer au plus haut niveau en club, mais son vrai sommet, ce qu'il vise, c'est de jouer pour le Sénégal et de faire gagner son équipe nationale. Et le dire là, tu vois, à ce moment précis, 10 minutes après avoir fait ses premiers pas avec l'un des 3 plus grands clubs au monde, c'est pas anodin du tout. Non, ça montre une maturité incroyable pour un gamin de 19 ans. Grave. Parce que tu t'attends à ce qu'il soit ivre de joie, qu'il parle que de Ligue des Champions ou de signer un gros contrat. Ouais, il pourrait être totalement avalé par le storytelling du Bayern. Mais non, c'est comme s'il bâtissait une tour géante. Il a coulé les fondations discrètement en Gambie. Là, il monte les étages sous les projecteurs à Munich. Mais le drapeau qu'il veut planter en haut, c'est le Sénégal. C'est une belle façon de le voir. Et psychologiquement, ça agit comme un énorme contrepoids mental. Un contrepoids? Ouais, imagine s'il considérait le Bayern comme la finalité absolue de sa vie. La pression serait mortelle. La moindre erreur en match deviendrait une remise en question de sa valeur en tant qu'humain. Ah oui, s'il se loupe, tout s'effondre. Alors que là, il utilise une motivation transcendante. Le but patriotique relativise la pression bavaroise. Le Bayern devient un outil, un moyen de développement pour atteindre son vrai but au Sénégal. Donc les séances d'entraînement sous la neige allemande, la pression des journalistes, c'est juste des étapes, des épreuves de renforcement. Exactement. Son identité n'est pas suspendue au bon vouloir du club. Elle a ses racines en Afrique de l'Ouest et son horizon ultime est national. Cet alignement-là, ça donne une clarté d'esprit redoutable. Ça explique pourquoi il a l'air si calme avec la balle. C'est fascinant de voir comment tout s'imbrique en fait.
Tout est lié, ouais. Les stats parfaites de ces 6 minutes, c'est pas de la magie ou juste du talent brut tombé du ciel. C'est une chaîne logistique psychologique hyper solide. Un vrai écosystème. On a le coach qui règle le lieu de contrôle sur le travail quotidien, le vestiaire qui agit comme un économiseur de mémoire vive avec la langue française, et cette ambition nationale qui sert de ballast pour pas que le stress le fasse chavirer. Et c'est pour ça que cette analyse est pertinente, même pour ceux de notre audience qui s'en fichent pas mal du foot en temps normal. Ah bah oui, parce que c'est universel, non? Totalement universel. L'architecture de la performance sous haute pression, c'est la même partout. Que tu fasses une présentation devant un conseil d'administration tendu ou une grosse opération chirurgicale. Ou une conférence, ouais. Les outils sont les mêmes pour pas que l'amygdale prenne le dessus. Voilà, ramener l'attention sur la mécanique de la tâche. Avoir des alliés au boulot qui comprennent ta langue ou tes codes culturels pour pas t'épuiser. Et relier ce stress de l'instant à un but personnel ou collectif beaucoup plus grand. Ça empêche de suffoquer. Et ça, tu vois, ça vient casser un truc qu'on adore dans notre société. Lequel? Le mythe du génie solitaire. On adore romantiser ça. Le talent brut qui réussit tout seul contre le monde entier à la seule force de sa volonté. Ah oui, l'héroïsme à l'état pur. C'est un récit super séduisant. C'est toujours une production collective. C'est indéniable. Sans ce cadre humain, le supérieur qui recadre, le collègue qui rassure, le potentiel, même le plus incroyable, il risque juste de s'effondrer. Oui, c'est vraiment ça. Ça oblige à revoir notre façon de regarder les choses. L'exploit individuel, au final, c'est que la partie émergée d'un immense filet de sécurité. Tout à fait. Et ça nous amène à cette réflexion pour clore notre analyse du jour. La prochaine fois que vous voyez, qu'on observe un jeune prodige crever l'écran dans n'importe quel domaine, ça vaut le coup de chercher un peu plus loin. Cherchez quoi, précisément? De chercher qui a posé le filet de sécurité, tu vois, qui a ajusté ses attentes, qui l'a aidé à économiser son énergie en coulisses, et surtout, vers quel horizon ce talent regarde vraiment. Parce que le secret pour sauter dans un train en marche sans tomber, il est là, dans l'écosystème silencieux autour de lui. C'est une excellente conclusion. Eh ben, merci à toi pour cet éclairage, et merci à tous d'avoir suivi cette exploration. À la prochaine pour un nouveau sujet.